pas mal de gens qui... alors, il faut qu'on vous explique, hein, pour ouvrir la caméra, c'est en haut à gauche. Bon, bah écoutez, hein, ça n'a pas l'air d'être... peut-être que vous avez des problèmes pour m'entendre. Euh, bah, on fera la photo de fin à la fin. Euh, alors, Émilie, Yes. Bonjour réponse à du tous. sondage. Alors, du coup, j'ai 27 personnes qui ont répondu que effectivement, le sujet des réorganisations était un sujet d'actualité dans leur collectivité. J'ai une réponse non concernée. Donc ça, c'était sur un total de 44 personnes connectées au moment où tout le monde m'a répondu. Je vois que maintenant, on est monté à 51. Donc bienvenue à ceux qui nous ont 52. rejoints ensuite, 52 maintenant. Donc voilà, on était. Oui, dans une J'ai... écrasante majorité, quoi. Voilà. On va dire sur un échantillon représentatif des 52 personnes. C'était euh, 44 au moment, donc 27 sur 44, ouais, ouais, effectivement, c'est pas mal quand même, hein. Donc, ceux qui ont 27. répondu. Et alors, moi, je remercie la personne qui n'est pas concernée, mais qui est avec nous. Et qui va se rendre compte à la fin qu'elle est concernée, en fait. Alors, donc, ce premier webinaire, vous avez bien compris, il est sur euh, l'approche individuelle, l'accompagnement individuel. C'est un parti pris délibéré du bureau de l'association de commencer cette année ce parcours, comme le dit Aurélia, en se centrant, hein, sur l'agent, sur peut-être aussi le manager, on verra, pour voir quels peuvent être les freins, quels peuvent être les moteurs dans ces transformations. Et pour ça, on va, comment dire, on a décidé avec Steve et Laure d'organiser en trois grandes parties leur intervention. Ils vont surtout témoigner, parler de leurs expériences, partager ces expériences et vous faire réagir sur ce qu'ils ont fait. Je pense que vous verrez, beaucoup de leurs expériences peuvent être vraiment, on peut appeler ça des best practices, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des choses qu'on pourrait répliquer dans d'autres collectivités et ils sont à votre disposition pour les partager. Donc la première partie, on va parler des enjeux de l'accompagnement. Dans un deuxième temps, donc, on va aborder différents cas. Dans une deuxième partie, on va revenir sur quels sont les outils, les bonnes pratiques. Et enfin, on parlera de la gestion du changement et de la posture managériale face à l'agent qui est pris dans un processus de transformation. Alors, je vais me tourner tout de suite vers Steve. Steve, est-ce que tu peux nous parler d'une expérience marquante ou d'un accompagnement RH de ton équipe où vous avez vraiment fait la différence face à un agent en difficulté? Oui, tout à fait. Merci Étienne et merci à tous les participants hein, voilà, de s'être connectés aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer qu'on m'entend bien? Je pense que c'est bon. Super, merci. Parfait. Effectivement, à la DRH de Visuif, on a eu un accompagnement important à faire récemment, étant donné qu'on a fait évoluer notre service aide à la personne. En effet, au début de l'année, les conditions pour disposer d'un service d'aide à la personne ont évolué. Il faut désormais que les agents soient beaucoup plus qualifiés pour permettre de lutter contre la dépendance des personnes qui reçoivent cette aide à domicile. Et donc, à condition d'avoir des agents qualifiés sur le sujet, on n'obtient plus les agréments afin justement d'avoir ces services d'autonomie. Donc, face à cette évolution législative, les élus ont regardé un petit peu le service public qui était rendu et puis on a constaté que cette aide à la personne, elle aidait surtout des personnes qui n'en avaient pas vraiment besoin, c'est-à-dire des personnes âgées qui n'étaient pas en très grande dépendance, qui étaient en situation voilà, d'autonomie assez avancée. Donc, voilà,
ça s'exprime en fonction des GIR, voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine de la dépendance. Et donc, il a été pris la décision, étant donné qu'on était face à un cas où on ne pourrait pas faire monter les agents en compétences pour les faire devenir aides-soignants, parce qu'on était trop loin en termes de compétences, eh bien, il a été pris la décision de fermer ce service d'aide à la personne. Donc, c'était du personnel qui faisait des petits ménages, c'est les personnes âgées. On a maintenu le portage de repas, mais ça veut dire que pour une dizaine d'agents, eh bien, il fallait retrouver repositionnement. Et donc, on a construit un accompagnement en permettant d'accompagner. Donc, on a proposé aux agents qui étaient en poste, il y avait des titulaires, des contractuels, des profils un peu différents. Il y avait même du personnel étranger. Donc, c'est aussi des agents qui ont un statut spécifique qu'il faut reclasser particulièrement. Donc, on leur a proposé, s'ils le souhaitaient, de se tourner vers les associations d'aide à la personne qui officient sur notre territoire pour qu'ils puissent être embauchés. On avait fait ce travail partenarial parce que c'est effectivement vers ces associations qu'on a redirigé les usagers actuels du service qui fermait. Il y a un ou deux agents qui ont fait ce choix de basculer, continuer leur activité, mais avec un nouvel employeur. Et puis, comme c'était des agents du CCAS, évidemment, le CCAS n'a pas beaucoup de postes possibles en reclassement. Il a été clair qu'on a considéré que c'était transparent avec la ville. Donc, on a aussi proposé de les reclasser, de les repositionner à la ville. Et donc, il y a des agents qui ont fait le choix de changer de carrière, qui vont devenir ATSEM ou auxiliaire de puériculture. Et pour être auxiliaire de puériculture, il faut le CAP petite enfance. Et la ville s'est engagée à financer le CAP petite enfance pour 2 ou 3 agents qui vont du coup commencer en immersion, qui ont déjà commencé en immersion et qui sont dans ce parcours d'appropriation de ce nouveau métier. Et puis, il y a des agents qui… Je me permets de t'interrompre parce que tu as utilisé une expression importante, c'est « ils ont fait le choix ». Donc, il y a une dimension très, comment dire, initiative laissée à l'agent. Combien de temps vous leur avez laissé le temps de réfléchir sur ce processus de changement? En fait, les postes ont été supprimés au conseil d'administration du CCAS en octobre dernier. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et donc, ils ont 1 an, en fait. Ils sont mis en surnombre. Et donc, ils ont 1 an pour se positionner. Sinon, ils sont mis à disposition du centre interdépartemental de gestion s'ils sont titulaires. Pour les contractuels, on a décidé de laisser les contrats arriver jusqu'à leur terme. Et donc, il fallait que dans cette période-là, ils se positionnent. Sinon, leur contrat va arriver à son terme et il n'y aurait pas eu de proposition de renouvellement. Donc, c'est cette période-là qui nous permet qui laisse la réflexion. Et donc, on a organisé plusieurs speed dating avec de nombreuses directions, notamment notre direction des accueils et des formalités, pour justement repositionner peut-être certains agents sur des compétences qui seraient intéressés par l'accueil. Il y a un ou deux agents qui, de la même manière, se sont engagés sur cette voie. Et puis, bien sûr, il n'y a pas que des issues positives. Il y a évidemment, comme je le disais à l'instant, des agents dont le contrat n'a pas été renouvelé. Certains parce qu'ils ne voulaient pas transiger. On avait 1 ou 2 agents qui par exemple, portaient des signes ostentatoires religieux et qui n'ont pas voulu transiger sur cet aspect-là dans leur métier au quotidien, et en service public, c'était clairement impossible. Donc là, on a juste mis fin au contrat et donc il ne travaille désormais plus avec nous. Là, à date d'aujourd'hui, on a supprimé les postes en octobre. Il y a, comme je le disais, une dizaine d'agents qui étaient positionnés en surnombre, et à l'heure actuelle, on n'a plus qu'1 ou 2 agents qui sont encore dans cette situation de surnombre, et on espère bien, dans les 6 mois qui nous restent, leur trouver une solution pour bien sûr éviter qu'ils aient à être mis à disposition du centre interdépartemental de gestion. Alors, tu as parlé de speed dating, ça veut dire que tu as identifié ou ton équipe a identifié des services qui étaient prêts à accueillir. Ça a été facile de mobiliser d'autres services pour accueillir des agents. Quels arguments vous avez développés? Alors, comme on était dans une situation un peu spécifique où, comme je le disais, on avait une dizaine de suppressions de postes, en fait, il y a eu un arbitrage très clair de la direction générale. On a décidé que tous les postes de catégorie C qui étaient éligibles, qui correspondaient en fonction des compétences de ces agents, étaient réservés en priorité aux agents dont les postes étaient supprimés. Donc, c'est-à-dire que les managers des services concernés étaient obligés de recevoir les agents en entretien en premier.
on ne leur donnait pas d'autres candidatures, que ce soit en extérieur ou en interne, tant qu'ils n'avaient pas analysé les candidatures de ces agents. Ça a été un vrai signal qu'on a pu envoyer aussi aux organisations syndicales lorsqu'on a fait le comité social territorial qui a prévu la suppression des postes, d'engagement très clair de la collectivité pour faire en sorte que ces agents retrouvent du travail au plus vite. Bien sûr, le cran d'au-dessus, c'est juste de dire aux agents, tu es affecté dans tel service et puis c'est comme ça. Ce qui est en général, ce qui est demandé par les organisations syndicales, mais qui ne fonctionne pas, puisque la plupart du temps, ça ne correspond pas aux appétences des gens. Donc, en réalité, c'est toujours mieux de pouvoir laisser le choix aux agents de pouvoir s'engager sur des postes qui leur plaisent. Et c'est pour ça qu'on a déployé plusieurs possibilités, plusieurs options pour qu'ils puissent choisir. D'accord. Laure, tu as eu aussi des expériences comme ça à Pau à gérer des suppressions de services ou d'autres situations où les agents sont au cœur des processus de transformation. Alors, j'ai pas connu de suppression de services à proprement parler. Par contre, j'ai eu de nombreuses expériences dès le début de ma carrière sur des changements. J'ai eu à gérer, quand j'ai pris mes fonctions au CCAS, il y a une quinzaine d'années, un transfert, c'est-à-dire qu'on avait un centre social qui était associatif et qui a été intégré à l'époque au CCAS. Donc là, pour le coup, on changeait complètement de culture, hein, puisqu'on était sur des personnels de droit privé avec un passage sur une vision plus service public. Donc, on a eu à ce moment-là, et d'ailleurs, c'était une première expérience pour moi et une belle expérience aussi, on a eu à ce moment-là vraiment à prendre en compte le facteur humain de façon très importante, puisqu'il a fallu s'impliquer énormément au niveau RH pour bien communiquer, informer toutes les personnes qui étaient concernées. Donc, on a fait des rendez-vous individuels. C'est vrai que dans le cadre de ces transferts, on a quand même une réglementation qui est assez balisée, où on prévoit des rencontres individuelles, où on explique aux personnes quelles vont être leurs rémunérations, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on s'est attardé vraiment à prendre le temps. Et puis après, j'ai connu, évidemment, je pense comme certains d'entre vous, des transferts de compétences, hein, on a intégré la petite enfance en 2017. J'ai connu depuis 2014 de nombreuses réorganisations de services, puisque toutes les directions de la collectivité ont été réorganisées à partir de 2014. Donc, il a fallu, d'un point de vue RH, accompagner chaque direction dans le cadre de ces réorganisations. Et puis, j'ai connu avec Madame de Porzampar une réorganisation qu'on a menée nous-mêmes au sein de notre direction, puisque en 2016, on a fait le choix de complètement réorganiser la direction des ressources humaines. Donc ça a été un projet vraiment important, je pense, dans notre parcours, puisqu'on était une direction qui était orientée, qui était assez spécialisée. Et on a fait le choix à ce moment-là de retravailler avec les agents sur le sens, la vision de notre politique RH, tout en veillant à ce que l'organisation en face corresponde bien au sens qu'on voulait mettre derrière. Donc voilà, on a fait un accompagnement RH maison, mais on a construit à ce moment-là et on a complètement revu les 60 postes, puisqu'on avait une direction qui était composée de 65 agents. On a reconstruit tous les postes des agents. On s'est fait accompagner, on a fait le choix de se faire accompagner aussi à ce moment-là par un cabinet extérieur. Voilà, c'est aussi, on en parlera tout à l'heure dans les différentes questions, les choses qu'on verra, mais c'est des possibilités aussi qui s'offrent à nous. C'est à quel moment d'ailleurs on fait le choix de faire intervenir un organisme extérieur. Mais à ce moment-là, on avait fait le choix aussi de se faire accompagner par cet organisme qui nous a aidés aussi vraiment dans la construction et la co-construction. Parce que vraiment, ce qui est important, je pense, de relever, c'est que si on veut qu'un changement fonctionne, c'est déjà le sens qu'on va y mettre derrière et surtout l'implication des agents. Comment on va les associer à la démarche, comment on va co-construire avec eux, voilà, et la transparence aussi. Voilà, tout leur dire, la sincérité. Être sincère, je pense que c'est vraiment des critères importants pour pouvoir réussir tous ces changements. Alors c'est bien,
Là, tu attises La ma deuxième question, curiosité. c'est ça? Ouais, ouais, ma curiosité, mais c'est de dire, oui, bah, bon, parfait, Steve et toi, vous avez eu des situations un peu différentes. Quoi que ça se passe encore l'un et l'autre dans le CCAS, je me dis, est-ce que c'est le CCAS qui génère toutes ces transformations? Non, non, sérieusement. Donc, tu commences à signaler déjà des aspects positifs dans la gestion, mais quels sont les écueils que tu as observés dans la gestion justement de ces transformations? Quand est-ce que ça coince? Ça, je te propose de répondre, Laure, et puis peut-être Steve complétera ta réponse. Bah, en lien avec ce que je viens de dire, pour moi, ça coince quand il y a un défaut de communication. C'est-à-dire quand l'agent, il n'est pas associé à la démarche, quand il n'est pas informé de la démarche, qu'il entend des discours différents, en fait, ça coince quand l'agent, il ne sait pas ce qu'il va devenir. En fait, voilà, on va être confronté à la peur, on va en reparler, mais la peur, le changement fait peur par définition. Donc, si la personne, elle n'est pas informée de ce qui va se passer et si on ne l'associe pas aussi pour construire son parcours. Je vois Marie-Hélène hein, qui est là et d'ailleurs j'en profite au passage pour remercier toutes les équipes parce que voilà, c'est des équipes qui travaillent au quotidien sur ces questions-là. Mais si vraiment la personne n'est pas associée dès le début et si on ne la rend pas acteur aussi de ce processus, bah oui, ça coince. Ça coince, ça fait peur. Donc on se retrouve avec des situations de conflit à gérer, conflit interne, hein, interne à la personne, mais aussi conflit avec le manager ou avec les autres agents. Donc vraiment, ça, c'est important, je pense, voilà, d'être en tant qu'RH et aussi en tant que conseil auprès des managers, de bien sensibiliser à l'importance de la communication et des informations qu'on va donner aux agents. C'est une communication RH ou c'est une communication, on va dire, plus direction générale et des managers aussi? Bah, dans l'idéal, quand la communication, elle part d'en haut et qu'elle est bien déclinée et qu'on a tous le même discours et on porte tous la même parole, je pense que dans le monde idéal, c'est ce qu'il faudrait. D'accord. Donc, la communication, pour moi, elle est à tous les niveaux et puis chacun a son rôle, hein, chacun dans son rôle aussi, hein. Oui, bien Il y a sûr. aussi la place, on va le voir, je vais en reparler peut-être tout à l'heure, des organisations syndicales également. Mais la communication, elle doit être faite à tous les niveaux. Après, évidemment, l'importance de la communication du manager, elle est essentielle. Super. Steve, tu veux Ouais. rajouter? Ouais, côté pour quand ça bloque, je pense que ça bloque aussi quand l'agent refuse de s'emparer de son propre parcours. C'est-à-dire que la plupart du temps, ces réorganisations, elles sont vécues comme elles sont subies. C'est-à-dire que l'agent, il n'avait rien demandé, il faisait son travail, il le faisait bien, pas bien, lui, c'est pas son sujet, il faisait son travail, il venait, il se levait, il faisait l'effort. Et donc, on lui dit, ouais, bah, ça doit changer maintenant. Et souvent, quand c'est quelque chose là, comme on est en ce moment, c'est-à-dire des sujets qui sont imposés de manière économique, bien sûr, j'aborde. Il y a des réorganisations qui se font sous de plus beaux auspices, comme celle qu'évoquait Laure précédemment, ou d'autres voilà, qu'on pourra aborder, où on a le temps justement d'associer les agents, de construire un projet de direction collectivement, de se fixer des nouvelles missions, de partir sur la qualité et l'optimisation. Mais il y a parfois des réorganisations qui se font par d'une cause extérieure et souvent c'est une cause économique. Donc, dans ces cas-là, et même dans l'autre cas, c'est aussi vrai, il y a des agents qui refusent de se saisir de leur propre parcours et qui sont vraiment dans une démarche de dire, bon, bah, vous m'avez mis dans cette situation, bah, un peu, pardon du terme un peu vulgaire, mais que j'entends souvent, bah, démerdez-vous, trouvez-moi du travail, c'est vous l'employeur, c'est à vous de me trouver du travail. Et puis ensuite, par contre, l'agent va déployer plein de stratégies pour parvenir à éviter des fins qu'il ne souhaite pas, mais sans dévoiler sa stratégie. C'est-à-dire parfois, il va nous dire, bah voilà, j'ai 14 allergies qui font que du coup, je ne peux pas travailler ni à un bureau assis, ni debout, ni en extérieur, ni en port de charge. Je ne peux pas travailler en fait. Mais par contre, je veux du travail. Voilà, c'est dans ces situations-là qu'on va avoir des difficultés. Et ça, il faut le dépasser en essayant parfois d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, comme je le disais précédemment, parfois quand on n'a plus le choix, on décide d'une affectation. Normalement, l'employeur il est censé affecter les agents sur poste. Hein, donc, on leur envoie un arrêté qui dit bonjour, vous êtes attendu à telle heure, à telle adresse, à tel endroit pour commencer votre nouveau poste. Et là, tout de suite, on voit des préférences se révéler. Hein, ça, c'est l'expression économique pour quand on est en théorie des jeux.
les préférences des acteurs se révèlent. Et donc là, on a tout de suite une réaction assez vive. Soit parfois, on a des très bonnes surprises. L'agent, il se présente le matin et puis ça se passe bien en fait. Et ça fait des mois qu'on tournait autour du pot, mais juste, il ne s'était pas jeté à l'eau et il avait besoin de cette incitation. Et puis d'autres fois, là, tout de suite, on a des sollicitations pour rencontrer les élus, pour essayer à tout prix d'éviter de prendre un poste que l'agent en fait ne veut pas. Et donc, ça permet justement de dépasser parfois cette difficulté. Alors, ça, c'est possible que justement quand on est dans la situation que je décrivais d'un agent dont le poste a été supprimé. Ce n'est pas du tout quelque chose qui va s'appliquer sur des retours de maladie ou ce genre de choses. Enfin, voilà. Chaque cas est différent. Là, je donne un exemple bien précis dans le cas d'une suppression de poste. Et Laure, comment tu fais, toi, pour rendre les agents acteurs du processus de changement? Est-ce que tu as des méthodes? Est-ce qu'avec ton équipe, vous avez un process? Oui, on a essayé de construire plusieurs outils. Je pense qu'on reviendra peut-être dessus après, mais déjà, on a la chance au niveau de la ville de Pau d'avoir un service dédié à l'accompagnement des agents qui sont sur des périodes de transition professionnelle. Donc, on a deux conseillères en mobilité qui peuvent accompagner tous ces changements. Donc ça, c'est un vrai plus dans une organisation de pouvoir avoir ces postes clés. Et donc, ces deux personnes prennent, je vois Marie-Hélène, mais il y en a une d'entre elles qui m'écoute et qui a énormément de patience, parce que c'est beaucoup de patience, c'est des grandes qualités humaines pour accompagner les agents sur ces parcours de reconversion et de changement. Mais voilà, je pense que la clé vraiment, c'est de savoir prendre le temps d'écouter et puis de pouvoir leur proposer derrière des parcours cohérents, en cohérence avec leurs compétences. Donc, il y a tout un panel d'outils qu'on verra après, mais qu'on a déployé. Donc voilà, donc pour moi, c'est important d'avoir ces accompagnements individualisés. Et au-delà de ça, je pense que pour réussir, si on devait me demander la recette idéale pour réussir une transformation, ça serait de ne surtout pas brûler les étapes. Voilà, c'est un processus, un changement. Et donc, il faut vraiment respecter un tempo. Et il faut aussi faire très attention à toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que, évidemment, les agents en priorité, mais après, il faut aussi, dans le cadre de ce processus, bien intégrer les organisations syndicales à la démarche et s'assurer que voilà que elles sont partie prenante et avant même le passage en CST. Voilà, ça c'est important. C'est-à-dire que le passage en CST va permettre d'acter le changement, la réorganisation, etc. Mais bien en amont, voilà, savoir prendre le temps de consulter toutes les parties prenantes qui ont un mot à dire et surtout qui ont un rôle important dans ce processus-là, parce que la RH accompagne les agents, mais il n'y a pas que la RH aussi. Il y a les organisations syndicales qui accompagnent et qui sont présentes auprès des agents. C'est pour permettre une cohérence de communication aussi, c'est ça? Oui, et puis d'aller tous dans le même sens. C'est-à-dire que voilà, il faut qu'on aille tous dans le même sens, qu'on ait le même discours, et il faut une cohérence de communication. D'accord. Et toi, Steve, je crois que tu avais un exemple avec le personnel de bibliothèque. Oui, tout à fait. Je vais complètement dans le sens de Laure. Il ne faut absolument pas brûler les étapes si on veut réussir une réorganisation. Et je pense surtout qu'il faut fixer des étapes. C'est-à-dire que l'employeur, il est maître du calendrier et il faut donner à voir les étapes suivantes. Même si l'arrivée est incertaine, il faut scander des temps et rappeler qu'à telle date, on aura acté ça. Et ces dates-là, ça peut être justement des temps de présentation en collectif, des passages en instance, des temps qui sont marqués par des périodes légales. Là, vous voyez, je me suis beaucoup appuyé sur 1 an de mise à disposition. On fait des points intermédiaires, 3 mois, 6 mois. Ça permet de montrer aux agents, même s'il n'y a pas vraiment d'urgence, d'échéance précise, l'employeur, il reste maître des horloges. Et c'est ça aussi qui permet de remettre du calme et un peu de stabilité dans une situation qui parfois peut être assez instable
personnellement pour les agents. Pour ce qui est justement d'une situation où ça a bien fonctionné, on est très, très content, c'est effectivement on a réorganisé l'intégralité de notre réseau de lecture publique. Et donc, dans le cadre de cette réorganisation, il fallait donner aux médiathécaires, il y avait différents champs de compétences. Hein, voilà, il y en a qui sont plutôt sur le livre adulte, il y en a qui sont voilà, sur le livre jeunesse. Bref, il y a différents champs de compétences dans une médiathèque. Et plutôt que de concevoir ça d'une manière descendante, en fait, toutes les spécialités ont été mises sur un grand mur dans la médiathèque, et il a été proposé aux agents de choisir une majeure et une mineure en fait sur laquelle donc ils ont pu se positionner. En fait, ils ont fait un vrai travail de design de service. Moi, je suis très je pense que c'est vraiment des outils qui permettent justement d'associer les parties prenantes à la conception, à la construction des politiques publiques. Et tous les agents ont designé en fait leur future place dans la construction et l'organisation de la médiathèque. Alors bien sûr, la direction et les responsables de service avaient le dernier mot pour s'assurer que toutes les majeures et mineures étaient pourvues et qu'il y avait bien le nombre d'agents souhaités sur les différents sujets. Donc il y a eu des négociations de fin. Une fois que chacun avait positionné ses préférences, il y a eu des échanges, des discussions. Mais on voit là que en fait, la réorganisation est arrivée en CST avec tout le monde était complètement convaincu de la démarche. Et évidemment, ça a été un vote à l'unanimité de tous les membres du CST, puisque tout ce travail en amont qui était indiqué par l'ordre d'association des organisations syndicales avait déjà été mené et facilité aussi par la direction. Ouais, ça, vos deux expériences sont intéressantes d'associer, que ce soit la DRH de Pau ou dans les bibliothèques, c'est d'associer très en amont les agents aux transformations et ce qui les rend acteurs aussi de leur propre parcours. Alors, il y a une question qui remonte là. Je vous rappelle, hein, si vous avez des questions à poser pour nos deux intervenants, vous les mettez dans le chat et puis Émilie comment dire, c'est la scribe. Elle me renvoie les questions et comme ça, je peux alimenter comment dire, le débat. Alors, peut-être pour conclure cette première partie, de manière assez directe, est-ce que vous avez une recette? Tu parlais de recette, Laure. Une recette pour annoncer les nouvelles difficiles aux agents. Steve, tu peux peut-être commencer? Oui, il y a pas de, ça va pas être un bon moment. On peut pas faire, c'est pas un bon moment d'annoncer des mauvaises nouvelles aux agents. Parfois, il y a des mauvaises nouvelles qu'on doit annoncer. Voilà, ça va pas être un bon moment. Ok, très bien. Mais les agents ne sont pas idiots. C'est-à-dire qu'ils peuvent comprendre. Il faut leur donner du sens, expliquer le pourquoi. On disait à l'instant, voilà, des réorganisations. Voilà, on peut comprendre pourquoi, même si ça nous concerne directement en mal. Donc, je pense qu'il est important de donner les raisons pour lesquelles on prend des décisions. Et surtout, si on doit annoncer quelque chose de difficile, je pense qu'il faut le dire en tête, en préambule. Il faut commencer par ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas justement se risquer à lister toutes les raisons et puis à la fin dire c'est pour ça que voilà, on vous annonce cette mauvaise nouvelle. Parce que sinon, les agents ont tendance à dire voilà, ils ont essayé de m'enfumer. Je ne comprends pas trop ce qu'ils ont essayé de me dire, encore du discours de politicien ou de grand chef à plume. C'est important d'être très concret, de dire voilà, aujourd'hui on se voit pour telle raison et on va vous expliquer pourquoi et comment on peut avancer ensuite. Et je pense que ça aide aussi certains et certaines à mieux accueillir, parce qu'ensuite quand on commence à dérouler les raisons, eux aussi ils ont un peu le temps émotionnellement d'encaisser parfois certaines nouvelles qui ne sont pas du tout évidentes à entendre pour des agents qui, voilà, parfois, souvent ils le rappellent, ont travaillé plus de 10-15 ans dans une collectivité et à qui on est en train de signifier que non, ils ne seront pas repris sur le poste parce qu'ils n'ont pas les compétences pour et que en fait, ça ne va pas le faire. Voilà, c'est important, je pense, d'être très franc et honnête. Et c'est ça aussi, leur faire preuve de respect. Et j'ai eu des réunions ou des situations comme ça très, très compliquées où à la fin, l'agent nous remercie quand même, pas parce qu'on lui a annoncé quelque chose qu'il est très mécontent, mais au moins, il apprécie qu'on les respectait, qu'on les considérait en tant que personne avant d'être juste un agent supplémentaire. Allez hop, rendez-vous suivant, quoi. J'imagine que toi aussi, tu étais plus à l'aise pour franchir cette étape.
de... En étant direct, authentique et en ne Ah oui, oui, racontant ça, pas. après, c'est vrai, te rejoins, Étienne, ça dépend beaucoup de votre mode de communication également. Il faut que vous soyez, vous, à l'aise, parce que les gens, ils sentent quand vous-même, vous êtes mal à l'aise, ou vous êtes tremblant ou stressé à l'idée d'annoncer quelque chose, d'accoucher, si on peut dire. Il faut que vous soyez à l'aise avec la manière le mode de communication, effectivement. D'accord. Laure, toi, tu as peut-être une approche un peu différente ou complémentaire? Ouais, j'ai une approche un peu différente de Steve, même si je partage complètement le fait d'être honnête, sincère et de dire complètement les choses. C'est pourquoi est-ce qu'on partirait du postulat de dire que un changement serait difficile en fait, serait négatif. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu vraiment, ça dépend par quel biais on se place, comment on interprète les choses. Pourquoi est-ce que ce serait une nouvelle difficile en fait? Même si effectivement, je suis d'accord que le changement, bah, ça fait, voilà, j'en parlais tout à l'heure, ça fait peur. Je pense qu'au contraire, pour moi, la solution et surtout ce que j'essaie et ce que j'essaie de faire, hein, c'est vraiment voilà, de dédramatiser au maximum les situations. Parce que un changement, c'est ce qui va permettre d'ouvrir la porte à de nouveaux projets. Je pense qu'on a tous en tête des exemples d'agents qui ont eu peur, qui ne voulaient pas, qui ont vraiment bloqué des processus de changement et qui, au final, se sont retrouvés complètement épanouis sur un nouveau poste, hein, sur un nouveau parcours, qui se sont révélés aussi, parce que c'est l'occasion, hein. Souvent, il y a des agents voilà, qui sont dans leur zone de confort et qui ont peur de sortir de la zone du confort, de la zone de confort. Et finalement, ces changements organisationnels peuvent être un levier et quelque chose qui va leur permettre justement d'engager un processus qu'ils n'auraient pas engagé tout seuls. Donc après, les points de vigilance, ça va être de les accompagner parce que tout seuls, ils vont peut-être pas y arriver. Donc, il faudra voir ce qu'on peut mettre en place pour les accompagner. Mais vraiment, le fait de présenter les choses de façon positive, de voilà, dédramatiser et voilà, d'impulser en fait, d'impulser une nouvelle dynamique et d'impulser et travailler avec les agents sur des nouvelles perspectives. Peut-être, voilà, on a des agents qui auraient toujours voulu faire ce métier qui finalement, la vie a fait qu'aujourd'hui, ils font ce métier, ils font un autre métier. Et voilà, c'est peut-être le moment voilà, de se questionner sur ce qu'on aime, de travailler voilà, sur des bilans de compétences, de travailler sur des tests de motivation, sur plein de choses, pour pouvoir voilà, vivre le changement de la façon la plus positive. Voilà, moi, enfin, j'ai un exemple hein, concret. Je me souviens d'un agent, quand on avait engagé un processus d'organisation, qui m'avait dit, mais moi, de toute façon, moi, mon travail, je travaille parce que c'est alimentaire. C'est alimentaire. Je viens au travail pour, voilà, pour pouvoir nourrir mes enfants et ça va pas au-delà. Et cette personne, elle n'a pas du tout voulu s'inscrire dans le processus de changement. C'est-à-dire que vraiment, on a eu un conflit fort, un conflit ouvert. Ça a été vraiment difficile. Et aujourd'hui, bah, quelques années après, on la voit complètement épanouie sur son nouveau poste, un nouveau métier. Et voilà, et on se dit que finalement, tout n'est pas perdu. Bah, très bien. Alors, Émilie me remonte des questions de nos participants. On est arrivé déjà à 62, hein, c'est bien. On est au-delà des 27, non, des 44 de tout à l'heure, hein, Émilie. Donc, et alors, c'est des questions très intéressantes et qui vont permettre de faire aussi une transition vers ce qu'on avait imaginé en deuxième partie, c'est-à-dire de parler d'outils de bonnes pratiques. Alors les questions, et là je vous les livre, c'est est-ce qu'il y a eu des plans de formation qui ont été établis? Comment on accompagne les managers et les encadrants? Aussi sur les aspects de formation, et comment ces managers ont vécu les décisions de la direction générale, soit de réorganiser, soit de supprimer une fonction ou de faire évoluer une direction. Euh, on va peut-être commencer par le plan de formation. Est-ce que vous avez des plans de formation spécifiques dans ces situations? Nous, au niveau de la ville de Pau, alors, on a fait le choix. Un décret est sorti il n'y a pas très longtemps, en 2022. Un décret sur les transitions professionnelles, qui a plusieurs vocations, hein, plusieurs objectifs, ce décret. Mais un des objectifs, ça a été aussi de renforcer l'accès à la formation professionnelle.
notamment pour des personnes voilà, qui avaient des difficultés, qui étaient sur des situations soit de handicap, soit des difficultés, soit voilà, des diplômes niveau bac, et qui étaient sur des métiers à risque d'usure. Et puis, ce décret aussi il permet de développer tout ce qui est dispositif d'accompagnement. Donc, on a retravaillé à partir de ce décret. Il y a un gros travail qui a été fait en mode projet, hein, en interne à la direction des ressources humaines, où il y a eu un travail, oui, sur tout le règlement de formation. Après, on n'a pas lancé spécifiquement de plan de formation précis sur des réorganisations, sauf quand, par exemple, nous, au niveau de la DRH, quand on avait fait le choix de complètement changer de poste tous les agents, oui, derrière, forcément, il y a des plans de formation à construire, adaptés au nouveau poste des personnes. Mais sinon, voilà, nous, pour l'instant, sur le travail qu'on est en train de mener, on est vraiment sur, voilà, on est en train de baliser un petit peu tous nos outils et donc de permettre, voilà, d'avoir un règlement de formation qui peut répondre à tous les accompagnements possibles auprès des agents. Et puis, pour vous donner quelques exemples, on a construit de nombreux outils. On a travaillé sur des conventions de repositionnement tripartite qui fonctionnent depuis maintenant quelques années et qui fonctionnent bien dans la collectivité. Donc, c'est des conventions de repositionnement qui sont signées par la direction d'accueil, la direction d'origine et par l'agent. Qui permettent voilà, de bien cadrer et structurer le parcours de la personne qui s'engage dans un nouveau processus et un nouveau poste avec des périodes d'essai qui peuvent être reconduites 2 fois 3 mois pour nous. Et à l'issue de ces 6 mois, si tout va bien, la personne, elle est affectée officiellement sur le poste. Donc, on a travaillé là-dessus. On a bien sûr renforcé et travaillé sur un outil qu'on a appelé ça le plan de développement des compétences. Donc, c'est un outil qui a été monté par le service aussi et les conseillères en mobilité. C'est un outil qui permet vraiment de définir les compétences de la personne, quelles sont les compétences attendues sur éventuellement un nouveau poste et aussi les compétences que l'agent souhaite pouvoir développer pour qu'on puisse mieux adapter le parcours de formation derrière. Une grille d'entretien a été aussi mise en place, une grille d'entretien liée à l'accompagnement dans le cadre des transitions professionnelles. Donc ça, c'est une grille d'entretien qui est utilisée par les conseillères en mobilité lorsqu'elles vont recevoir les personnes sur ces parcours de transition. Et puis, on est très content parce qu'on a formé les 2 conseillères en mobilité. Je pense qu'elles sont contentes de cette formation. Ça s'appelle les tests Motiva. Je vois qu'il y a des questions sur la motivation. Donc, les tests Motiva, voilà, c'est des tests que peuvent maintenant être faits, qui peuvent maintenant être conduits par nos 2 conseillères en motivation pour vraiment identifier toutes les sources de motivation, les domaines dans lesquels l'agent se sent motivé. Et c'est vraiment un accompagnement à la réflexion au projet professionnel. Est-ce que c'est de Ensuite, nature, pardon, est-ce que c'est de nature à sécuriser le cadre d'évolution des agents? Est-ce que de ton expérience, peut dire tous ces outils qui ont l'air passionnants et puis bien maîtrisés par l'équipe, ça offre un cadre de sérénité finalement pour les agents qui vivent un moment pas forcément agréable. pour les agents et pour nous aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a balisé tout ça, c'est-à-dire que voilà, on sait derrière quand un agent vient nous voir, bon bah voilà, on a plein d'outils. Donc qu'est-ce qu'on active en fait? On sait que parfois on va activer un repositionnement. On sait que parfois on va activer voilà la personne, on va aller, on se dit bon là il faut faire un bilan de compétences. Voilà et tous ces outils en fait, le fait d'avoir clarifié, d'avoir mis en place tous ces outils, on est au début, on commence, on est en train de les tester. Voilà, ça nous rassure aussi et ça permet de mieux accompagner les agents et de mieux identifier leurs besoins parce que voilà, pour bien répondre et surtout pour qu'un projet de changement, un changement individuel soit réussi, il faut derrière qu'on arrive à répondre en fait aux besoins de la personne. Et donc voilà, tous ces outils vraiment nous permettent de travailler là-dessus et aussi je pense que c'est des outils qui vont permettre à l'agent de travailler sur la confiance en soi.
Voilà, Ouais. c'est comment, quand un agent est perdu, quand il ne sait plus où il en est sur son poste, c'est le fait de travailler sur ses motivations, sur son profil, sur ses expériences, ça valorise, ça reconnaît et ça permet aussi, voilà, de se dire, bah, je sais faire ça, je peux faire ça, j'ai envie de faire ça et donc j'ai confiance en fait. J'ai confiance en l'institution, mais j'ai aussi confiance en moi et voilà, et ça, je pense que c'est vraiment des leviers importants de motivation pour nous et en tout cas pour les personnes qu'on accompagne. Et on a aussi mis en place, un dernier outil que je voulais bien partager, c'est des immersions. Voilà, des immersions, c'est vraiment aussi des outils. On a mis en place un processus d'immersion, un protocole d'immersion qui permet d'autoriser un agent à, à un moment donné, vivre pendant quelques jours, quelques semaines sur un poste pour voir si le métier qu'il a envie de faire, le nouveau métier, peut correspondre en fait à son projet. D'accord. Steve, alors toi, je crois que tu as développé avec ton équipe des outils de suivi Oui. pour justement donner un cadre, une méthode et comment dire, rassurer aussi nos agents. Tout à fait. Je pense que forcément, la ville de Villejuif, c'est 50 000 habitants. On a 1200, 1300, 1600 agents avec les vacataires. Donc, on est sur un fonctionnement qui est un petit peu plus artisanal. On ne déploie pas l'intégralité des outils que vient d'évoquer Laure. Mais on est très attentif à ce que qu'il y ait quand même un processus que les agents puissent suivre. On a passé en comité social territorial la méthodologie de la réorganisation, je dis justement, du repositionnement professionnel pour les agents qui, suite à réorganisation, verraient leur poste supprimé. Il y a un accompagnement par notre conseillère mobilité parcours professionnel. Il y a également justement des périodes d'immersion. Voilà, on pratique ça également. Ça permet effectivement je suis tout à fait d'accord avec l'approche il faut avoir plein d'arcs de flèches dans son carquois. Justement, avoir des solutions prêtes à mobiliser pour les agents. Et puis, il faut aussi savoir d'un autre côté avoir cette souplesse de concevoir des solutions spécifiquement en fonction des profils, puisque chaque personne est différente. Et donc, si on n'a pas eu de plan de formation dédié, pour reprendre la question qui était posée, effectivement, on a pu mettre en place des formations spécifiques. Là, je disais, pour voilà, faire des VAE ou acquérir des diplômes de CAP petite enfance, bah là, c'est sûr, on a mis la main au portefeuille pour que ces agents soient formés. Mais ce n'était pas prévu dans un plan de compétences à la base. Pour répondre à la question, Étienne, effectivement, je pense qu'il est important de tracer toutes ces actions. Voilà. Il nous faut absolument un suivi très clair des actions. Ça permet de faire le discours de la preuve. Parce que forcément, après un an, si jamais on n'a pas de solution pour les agents et que l'affectation au CIG se profile, on a souvent des courriers ou même des sollicitations, que ce soit des OS ou des élus qui disent, bon, bah, finalement, vous n'avez pas fait grand-chose pour cet agent. Ah, en fait, pardon, mais ce n'est pas tout à fait ça. On lui a envoyé 14 annonces, il a répondu à aucune, on lui a proposé 4 formations différentes. On va même aujourd'hui jusqu'à parfois proposer la rupture conventionnelle, parce que pour certains agents, 2 ans de chômage, c'est aussi une opportunité pour pouvoir se former, se reconvertir sur d'autres horizons professionnels. Quand on fait toutes les propositions et qu'à la fin, on a un non systématique, ça permet aussi de renvoyer la responsabilité à l'agent d'être acteur de son parcours professionnel. Et je pense que c'est pour ça qu'il est important de consigner toutes ces actions, tous ces temps de passer en rendez-vous. Et puis également d'envoyer des courriers en fait pour scander ces temps, pour que l'agent soit informé de tout cet accompagnement qui a été mis en place pour lui. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie d'élargir le cadre de cet accompagnement, parce que on ne détache pas la situation d'un agent de sa situation personnelle. Donc, à la ville de Villejuif, on a la chance, très très fier d'avoir un médecin du travail à domicile, voilà, qui est un agent de la ville. Et donc, on fait attention à avoir le parcours global de l'agent. Et parfois, ce qui l'empêche de se projeter sur un nouveau parcours de formation ou un nouveau positionnement, c'est peut-être qu'il a un problème de santé qui n'a pas été traité, ou alors qu'il a un problème dans sa vie perso en matière, juste pour joindre les deux bouts, qui ne lui permettent pas de se projeter sur autre chose. Et donc là, le travail
qu'on fait avec l'assistante sociale du personnel également nous permet d'élargir l'accompagnement et parfois de trouver des réponses là où le simple échange avec un conseiller mobilité parcours professionnel ne permettait pas d'aller au bout de la question. Ouais, c'est intéressant cette vision un peu 360 degrés là, de médecine du travail, assistante sociale, etc. C'est une vision très complète. Effectivement, je pense que ce sont des bons arguments aussi pour dire que vous prenez soin de vos agents. Alors, on a des questions très pratiques de nos participants. Ils nous demandent si on peut partager des documents, notamment la convention tripartite. Alors, je ne sais pas si c'est des documents qui sont confidentiels ou partageables. Donc ça, on va voir avec Steve et Laure si on peut les placer sur le site de l'association. Il y a aussi une demande de précision, ça c'est pour toi Laure, sur le cadre juridique de la période d'essai, la période que tu as définie comme une période d'immersion. Est-ce que le décret 2022 précise des choses? Est-ce que vous avez complété justement cet aspect? Est-ce qu'il y a une période, enfin, sur la période d'essai, sur de Alors, sur la l'immersion? période d'essai, non, il n'y a pas de cadre, hein, c'est nous qui avons fixé à 2 fois 3 mois pour D'accord. dans le cadre des repositionnements. Sur les immersions de tête, c'est 21 jours le maximum, mais je ne sais plus si c'est juridique ou pas, ça faudra que je vérifie. C'est juridique, Marie-Hélène me dit oui, donc c'est bien, j'ai Marie-Hélène qui m'aide. Donc oui, c'est 21 Merci jours maximum Marie-Hélène. pour l'immersion. Là, on est vraiment sur une immersion, donc sur la découverte d'un autre métier. D'accord. Et sur comment dire, quand tu places les agents dans un autre service, c'est là où tu appelles immersion aussi, c'est ça? Le fait de découvrir un autre métier, oui, c'est une immersion professionnelle. C'est ce qui permet, c'est un vie ma vie en fait, hein. Voilà, je vais Ouais, ouais, découvrir un service, un poste, voilà. d'accord. Bon, j'espère que ça répond à nos participants. Alors, il y a quand même, vous avez l'un et l'autre parlé de la durée, de l'importance du tempo. Euh, Quelle est la durée de ces processus? Est-ce que c'est un an, comme disait Steve, avec un tableau de bord à piloter pendant l'année? Est-ce que cette année, d'ailleurs, c'est lié à la remise à disposition du centre de gestion? Ou est-ce que vous avez d'autres, comment dire, d'autres étapes que vous avez en tête? On parle souvent, d'ailleurs, dans la transformation, hein, dans les organisations, du cycle de deuil. Est-ce que, Laure, tu pourrais m'en dire plus, nous en dire plus? Oui, alors peut-être sous un autre angle, hein, un peu une approche un peu psychologique, mais parce que j'ai eu la chance de faire il n'y a pas très longtemps un master de coaching et développement professionnel et un DU l'année dernière de psychologie positive qui m'ont permis aussi de mieux comprendre un peu ces processus internes que vivent les personnes, hein, que ce soit dans le cadre du travail, mais aussi dans le cadre personnel. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on en vient un peu à la base hein, de Maslow, c'est que la partie sécurité, elle est essentielle. Donc, sécuriser, sécuriser, sécuriser un maximum. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment la base. Après, pour que ça fonctionne, il faut réussir. Alors, ça, c'est difficile, hein, c'est vraiment pas voilà, une partie simple en tant que manager et RH. Il faut réussir et essayer d'agir sur ce qu'on appelle les représentations de la personne, en fait. Pour pouvoir réussir un changement, il faut arriver à agir sur les représentations que la personne se fait du changement. Si un changement est imposé et qu'il est mal accueilli, on se retrouve sur une situation de conflit. Donc derrière, il faut qu'on essaie, voilà, en fait, l'agent, la personne, elle va adopter tout un tas de comportements qui vont avoir pour but de conserver une certaine stabilité. C'est-à-dire que dans un changement, elle va essayer en fait de freiner ce changement en restant dans ses habitudes. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est un changement qui ne s'opère pas, c'est ce qu'on appelle en psychologie, on appelle ça l'homéostasie. Et donc pour opérer un changement de type 2, donc un changement beaucoup plus important qui va permettre d'aller vers ce changement de fonction, ce changement de poste, là, il va falloir travailler sur ce qu'on appelle le système de valeurs, le système de pensée et sur les croyances limitantes. Voilà. On a tous hein, des croyances limitantes.
Et derrière, il va falloir qu'on réussisse et qu'on essaie d'agir sur ces croyances. Donc voilà, et puis ce qui aussi enclenche et favorise ce système de croyances, c'est tous nos biais. On a tous des biais. Donc, par exemple, les biais de confirmation, c'est ce qui va donner du crédit et de l'attention, c'est ce qui va confirmer ou non nos croyances. On a également des biais d'échantillonnage. Alors, c'est le cas le plus fréquent, c'est les biais négatifs. C'est-à-dire que les biais négatifs, les effets négatifs sont plus souvent mis en avant que les effets positifs. Voilà, mais ça, c'est le fonctionnement humain. Et les biais de sidération, c'est ce qui fait que les effets négatifs sont toujours mieux mémorisés. Voilà, donc vraiment, agir sur les représentations de la personne, c'est ce qui va permettre peut-être d'arriver à conduire ce changement. Pour autant, effectivement, il y a des étapes, on le disait tout à l'heure, à la fois des étapes au sein de l'organisation à respecter, mais en tant qu'individu, on a tout un processus qui va être long. Et donc, on va passer par des étapes, les étapes qu'on appelle toute la courbe et les phases du deuil. Et ça, c'est un processus qui a été défini par Elisabeth Kubler-Ross. Et la première de ces étapes, c'est le déni. Voilà. La personne, inexorablement, première étape, le déni. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, c'est pas possible, ça peut pas arriver, je suis pas concernée. Et quel va être l'impact émotionnel? Bah, la personne va s'effacer, elle va être ironique, ou bien elle va avoir une absence d'émotion. Donc ça, c'est la première étape en cas de changement de passer par le déni. Ensuite, la colère. Voilà. On a tous à un moment donné des agents qui vont voilà, être complètement dans une attitude de dégoût, de colère, avec c'est pas possible, c'est inacceptable, c'est injuste. Après tout ce que j'ai fait pour l'organisation, on supprime mon poste. C'est pas possible, je veux pas, je suis pas d'accord. Et derrière, ce qu'il faut essayer de faire, c'est en tant que RH ou en tant que manager, c'est d'accepter sur cette phase de colère d'être le déversoir, de porter un intérêt respectueux à ce qui se passe et peut-être de reformuler la colère, d'essayer de la comprendre et de la reformuler. Troisième étape du processus, le marchandage. Si c'est comme ça, moi je fais plus rien. Je vais pas me laisser faire. En fait, à ce moment-là, ok, je vais changer de poste, mais alors va falloir payer. Je vais le faire payer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'étape marchandage. Donc là, la personne, elle va être désabusée, elle va être angoissée, elle va avoir des appréhensions. Et dans ce cas, euh, il ne faut pas qu'on propose à ce stade des solutions. Il faut essayer, voilà, de s'appuyer sur ce qui est observé, euh, sur ce qu'il faut lâcher. Il faut essayer d'amener la personne à désapprendre pour apprendre. La tristesse. Voilà, alors la tristesse, hein, voilà, après cette phase de marchandage, voilà, l'émotion, les pleurs, parfois de la nostalgie de ce qu'il y avait avant, du désespoir, se sentir perdu. Et puis, elle va verbaliser, hein, c'est dur, tu sais ce qui m'arrive, c'était tellement bien avant, comment je vais faire maintenant? Je vais jamais m'en sortir. Et donc là, ce qui est important, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le chagrin, c'est un processus qui est inné, mais qui permet l'adaptation à la perte. Voilà. Et donc là, il faut être empathique, il faut encourager, il faut être dans la confiance des facultés de l'autre. Et donc, il faut vraiment essayer d'avoir ce rôle à ce moment-là. Et enfin, la dernière étape, une fois qu'on a, voilà, alors le processus, il dure plus ou moins longtemps en fonction des personnes, hein, c'est l'acceptation, finalement, c'était un mal pour un bien. Je suis content, je suis joyeux, je me sens optimiste. Et dans ce cas-là, il faut insister sur les bénéfices et il faut savoir célébrer et partager la joie. Voilà. Donc, vraiment, en conclusion de ces processus, je pense que vraiment le rôle des RH et des managers, c'est d'essayer peut-être de s'outiller, de travailler un peu mieux sur la posture du manager, sur des outils aussi, pas hésiter à solliciter quand c'est nécessaire. Steve l'a bien appuyé tout à l'heure, hein, s'appuyer sur le service qualité de vie au travail, sur le médecin du travail, sur la psychologue du travail, sur peut-être aussi activer des coachings s'il y a besoin pour certaines personnes. Voilà, et surtout être présent et être attentif aux personnes qui sont et qui vivent des moments difficiles. Voilà. Merci beaucoup, Laure, c'est très complet. Steve, je pense que de ton côté, il y a des étapes dans ces processus de changement individuel sur lesquelles tu es particulièrement vigilant, voire il y a des situations aussi qui arrivent.
Je sais pas, par exemple, on a parlé de tristesse, ça peut être aussi du chantage affectif, non? Enfin, des... Alors, en fait, je pense qu'il est important, je rejoins tout à fait tout ce qui a été dit à l'instant, hein. Moi, peut-être les collègues aussi, on a les réunions là, qui défilent devant les yeux. Moi, j'ai des flashbacks voilà, d'interaction avec les collègues, donc c'est très juste tout ce qui a été indiqué à l'instant. Je pense qu'il est important pour scander ces différentes étapes que l'employeur il tienne sa parole. C'est-à-dire qu'il est fondamental que les choses qui soient dites soient faites et qu'elles soient faites vite et qu'elles se soient tranchées. C'est-à-dire que lorsqu'on a pris une décision de réorganisation, il faut annoncer une date et dire à cette date, ça y est, voilà, on passe dans autre chose. Même si ce n'est pas terminé, même s'il y a encore plein de gens qui ne vont pas complètement avoir terminé leur activité, etc., il faut qu'il y ait un moment, il faut qu'on crée la rupture. Voilà. Il faut créer la transition parce qu'autrement, en fait, le changement, il va commencer à s'étaler dans le temps, s'étirer comme ça va devenir un truc mal axé. Et c'est là qu'on dit que là, la réorganisation, elle a échoué. Si ça prend plus de 2 ans pour faire une réorg, c'est que ça a échoué. Parce qu'en gros, on va avoir, moi, j'ai assisté à des sujets comme ça où il y a une direction de l'éducation qui dit oui, mais j'arrive pas à me positionner les agents sur les nouveaux postes parce qu'ils sont trop happés par la quotidienneté de leur ancien poste. Et donc, on est tout le temps en train de se demander, mais c'est les nouvelles missions, les anciennes missions. Ça ne fonctionne pas. Il faut absolument, au-delà d'1 an, la réorganisation, elle a pris trop de temps. Peu importe la taille en fait, de la structure. Et si c'est très gros, il faudra plus de gens pour activer ce changement. Mais prendre plus d'1 an pour faire des réorganisations une fois qu'elles ont été décidées, hein, j'entends pas conception incluse, mais une fois qu'on a décidé le changement, il faut l'activer assez vite. Sinon, on se retrouve voilà, dans des situations assez problématiques où les agents, en fait, vous n'aurez plus leur confiance. Vous allez perdre leur confiance parce que vous avez annoncé quelque chose, vous n'avez pas fait. Et donc, tout ce que vous direz après ne sera pas cru parce que finalement, vous n'avez pas fait ce que vous avez dit que vous alliez faire. Et c'est pour ça que ça nécessite un bon alignement de la chaîne hiérarchique, y compris des élus qui sont en responsabilité sur ces sujets, puisque quand nécessairement ils vont se tourner pour trouver des solutions, pour voir si le discours il est raccord partout, il faut qu'il y ait à peu près le même son de cloche. Bien sûr, il ne faut pas dire la même chose, mais il faut qu'il y ait le même son de cloche partout. Et pour faire ça, ce qui est pratique, c'est en termes d'étapes, on parlait d'étapes, c'est que les agents soient informés immédiatement des décisions de réorganisation qui ont été prises. Donc, pour les plus grosses réorganisations, celles qui avaient les impacts les plus structurants, ce qu'on a fait, c'est que souvent, on organisait des réunions de direction le lendemain du CST ou même l'après-midi même, pour être sûr d'avoir la primeur de l'annonce de l'information, pour pas que les propos soient déformés, détournés sur voilà, un papier qui a circulé 5 fois entre différents acteurs et qu'on se retrouve avec un propos déformé. Je pense que voilà, c'est ça les différents les sujets voilà, qu'il faut garder en tête pour avoir des étapes qui scandent bien les informations qu'on donne aux agents. Alors, voilà, tu as quasiment fait la transition sur notre troisième partie avec pas mal de questions de comment dire, de nos participants sur la gestion du changement et la posture managériale. Ce que nous demandent nos participants, c'est comment on accompagne les encadrants, comment les directeurs ont vécu les décisions. Je crois que j'ai déjà évoqué cette question, en tout cas qui revient. C'est finalement comment accompagne-t-on les managers dans ces périodes de formation? Parce qu'on a parlé beaucoup des agents, mais finalement, les managers sont aussi des agents qu'il faut accompagner peut-être d'une autre manière. Steve, est-ce que tu as des expériences à partager? Sur ces sujets-là, tout va dépendre bien sûr en fonction de chaque situation, ça va être différent. Et peut-être pour commencer à essayer de faire une première distinction entre des situations, des types de situations, tout dépend de la place de l'encadrement. Ce que j'entends par là, c'est est-ce qu'il est à l'origine de la demande de réorganisation? Et dans ce cas-là, ça va être un acteur clé, puisque en fait, il est commanditaire aussi, puisqu'il propose, souvent c'est le directeur ou le responsable de service qui est à l'initiative de la réorganisation parce qu'on lui a demandé de faire différemment, parce qu'il y a une nouvelle contrainte légale. Bref, il fait son travail. Il travaille il travaille à la mutabilité du service public. Enfin, il est là pour justement faire ce travail-là. Et donc, il est accompagnateur aussi tout au long du processus. Il y a une autre situation où en fait la réorganisation se fait aux dépens de l'encadrement.
souvent parce qu'il n'a pas atteint la mission qu'on lui a confiée. Et en fait, on est obligé de lui faire comprendre, pardon, on réorganise, mais parce que c'est aussi en responsabilité sur cette obligation qu'on a de réorganiser cette équipe pour qu'elle fonctionne. Et donc, tu es concerné par cette organisation. Et parfois, on demande aussi à l'encadrant d'aller trouver d'autres responsabilités. Enfin, c'est aussi des expériences que j'ai vécues. Et donc, forcément, l'accompagnement des agents et de l'encadrement va être différent. Dans le premier cas, l'enjeu, c'est qu'il faut en faire des alliés. Il faut qu'ils seront forcément alliés puisqu'ils sont à l'origine, mais il faut que, je pense, en tant que RH, on parvienne à ce que la considération en termes de ressources humaines, elle soit vraiment prise en compte dès l'initiative des projets. Les réorganisations qui sont en échec, c'est quand on branche la DRH à la fin pour dire « Ah, au fait, il faut qu'on passe en CST parce que je me rappelle quand j'ai passé mon concours d'attaché que pour réorganiser, il fallait passer en CST. Est-ce que la DRH, vous pouvez, s'il vous plaît, nous passer ce rapport? Voilà, tout est fait, c'est réglé. » Bien sûr, à l'intérieur, il n'y a rien. Les agents, ils changent de manager, personne ne les a informés. Enfin, bref, c'est à tout refaire, tout à reprendre, quoi. On n'a jamais vécu ces situations. Voilà, jamais, vous ne l'avez jamais vécu. Mais c'est là qu'en fait, on a des difficultés. C'est qu'on n'est pas associé dès le début. Et je pense que c'est pour ça et qu'on fait ce travail avec Laure, d'avoir des agents qui sont spécialisés sur les questions de réorganisation. En fait, ça permet d'offrir des services aux directions. Et comme ça, on est sûr qu'ils nous ont associés dès le début parce qu'ils voient l'utilité de notre implication. On n'intervient pas seulement en censeur pour leur dire non, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas juste remercier tous tes agents et puis recommencer de zéro, ce n'est pas possible. On est plutôt vu comme des partenaires. Et c'est là, je pense que les réorganisations, elles aboutissent au mieux. Inversement, quand on est dans la situation où la réorganisation, elle est subie parce qu'en fait, il y a une part de responsabilité de l'encadrement et qu'il n'a pas voulu s'engager dans la démarche de réorganisation, là, l'enjeu, c'est de faire en sorte que l'encadrement, bien sûr, il est concerné à titre personnel, mais il est aussi quand même responsable au devant de ses agents. Et que même s'il n'est pas d'accord, même si ça l'impacte négativement, et même si oui, on va lui demander peut-être de retrouver si l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin, il va devoir faire son travail jusqu'au bout et donc accompagner ses agents parce qu'il est le premier recours de proximité. On ne peut pas se passer de l'encadrement pour mener une réorganisation. Et si vraiment on sent que l'encadrement il se met en faute, parce que parfois il peut être, ça arrive, voilà, lui-même il vit toutes ces étapes du deuil et donc parfois il les projette sur ses agents et donc ça peut être très négatif. Et on a un échange très très concret avec l'encadrement et parfois on lui indique qu'il faut qu'il prenne de la distance. C'est-à-dire qu'on va essayer de l'emmener jusqu'au bout sur le portage de la réorganisation en question. Si jamais il devient si lui-même il fait obstacle à la conduite de la réorganisation pour les agents, et bien dans ce cas-là, on va lui indiquer qu'il faut qu'il se concentre sur son parcours personnel et qu'il prenne de la distance vis-à-vis de ce travail. Bon, c'est sûr que c'est un peu difficile de parler comme ça, un petit peu en d'aplomb, parce que comme je le disais, chaque situation est différente, mais voilà un petit peu pour commencer sur ces questions de posture managériale. Très bien. Alors, Laure, je crois que vous avez à Pau aussi créé des nouveaux services et des nouveaux postes au sein de la DRH, justement pour piloter ou aider à piloter le changement et les transformations. Quels sont les Oui. profils de ces personnes? Combien il y en a? Oui, on a fait ce choix en 2017 de créer un poste qui est un poste de conseiller qu'on avait intitulé conseiller en organisation et en management. Donc c'est des profils. L'avantage de ce type de poste, c'est qu'on est vraiment sur des profils très spécialisés dans l'accompagnement et qui connaissent très bien les organisations, avec aussi une bonne connaissance de l'approche systémique. Donc, qui permet vraiment d'être bien ciblé sur ces questions-là et sur les enjeux qui se jouent dans le cadre d'une transformation.
L'inconvénient de ces types de postes, c'est la durée. Je pense que sur ces postes, on ne peut pas rester très très longtemps parce que derrière, on se retrouve à accompagner des directions et parfois, c'est parfois délicat de trouver de l'objectivité quand on est trop longtemps sur ce type de poste. Mais pour autant, voilà, nous, on avait fait ce choix-là. On a eu deux personnes qui ont occupé le poste. Bon, pour l'instant, on n'a plus personne depuis quelques mois. Et on se rend compte effectivement que ça nous manque, hein, parce que aujourd'hui, voilà, on joue tous un petit peu ce rôle-là, mais c'est des postes qui me paraissent nécessaires. Et si on n'a pas ce type de poste, peut-être savoir aussi aller solliciter, en tout cas, un accompagnement extérieur quand la réorganisation est parfois délicate. Ça aussi, on a fait le choix de lancer voilà, de marcher par rapport à ça. Euh, Moi, ce que je voulais dire aussi sur l'accompagnement des managers, je vais faire sourire mes collègues qui sont connectés, c'est je pense que notre rôle à nous de DRH, il est essentiel. C'est-à-dire que on me dit souvent que je materne beaucoup mes collègues directeurs, etc. Mais on connaît tous, et même nous, souvent la solitude du manager. Et je pense que vraiment, ce dont ils ont besoin, c'est de notre présence. Pour pas se retrouver, comme tu le dis, Steve, à subir une réorganisation en bout de chaîne, c'est d'être présent au quotidien et de savoir se rendre disponible pour eux, pour pouvoir les écouter, les conseiller au mieux, parce que bah, voilà, c'est aussi notre ressort, nous, en tant que directrice ou directeur des ressources humaines. Donc voilà, donc je pense que la clé, elle est un peu là aussi. Alors, on a des questions là sur quel est l'intérêt d'avoir un conseiller en interne ou une conseillère en interne par rapport à un cabinet de conseil qui intervient. Tu dis, voilà, tu mets les deux en balance, Bah, Laure, mais l'intérêt, c'est que souvent sur ces profils de poste, la personne, elle va être capable d'accompagner sur des questions de management, elle est capable d'accompagner sur des sujets d'organisation, elle est capable aussi d'intervenir sur des sujets de médiation. Donc ça permet d'avoir une plus grande réactivité. d'accord. Voilà, après, ça n'empêche pas, parce qu'on a déjà eu fait aussi, hein, quand on avait une personne sur ce poste, de aussi parfois aller chercher un cabinet, parce qu'on se dit, là par contre, il faut qu'on aille chercher un cabinet, parce que le projet est complexe et qu'on a besoin d'un regard extérieur. Donc voilà, donc je pense qu'en fonction des situations, il faut qu'on soit capable en fait bah, voilà, de jongler par rapport à toutes nos possibilités. Euh, Sur cette question, je pense que c'est important que la DRH, que ce soit par un agent dédié ou par l'implication des responsables de service, que ce soit emploi, compétences, qualité de vie, travail et même du DRH, je pense qu'il faut que la DRH ait ces compétences-là pour montrer aux collègues. C'est là que nous, on met les mains dans le cambouis. C'est là qu'on montre qu'on est opérationnel aussi dans l'accompagnement des transformations, dans l'annonce au collectif d'équipe. Voilà, on va annoncer avec la directrice du centre technique municipal que il y aura plus d'heures supplémentaires le week-end pour les agents de la propreté parce que la construction telle qu'elle a été faite préalablement, en fait, elle n'était pas légale et c'était un arrangement pour faire en sorte que les gens ils travaillent le samedi, mais du coup ils travaillent plus que leurs heures légales. Voilà, c'est du vécu, hein, c'est pas un exemple. Voilà, donc d'être à côté, de ne pas envoyer un cabinet. Je pense aussi que ça montre, ça renforce la solidarité au sein du CODIR et ça permet justement de montrer que la DRH, elle est alliée et qu'on n'est pas juste administré. Quand on dit il faut dépasser la posture de direction administration du personnel, je pense qu'il faut l'incarner et ça s'incarne aussi par là. Donc, c'est pour ça que moi, je suis assez rétif à l'utilisation des cabinets sur les sujets de réorganisation, aussi parce que je ne suis pas un employeur très riche. Hein. Je pense que beaucoup d'entre nous autour de cette visio aujourd'hui ne le sont pas non plus. Donc, c'est vrai que c'est un coût non négligeable de recruter de faire venir du cabinet et puis il faut l'accompagner en plus. Donc, c'est sûr que je suis davantage favorable à ce que les équipes de la DRH montent en compétence sur ces sujets parce qu'elles sont aussi capables ensuite, dans la gestion, là, pour le coup, administrative des situations, de comprendre le sens qu'il y a derrière ces sujets de réorganisation et pas commettre d'impair, notamment quand ils donnent des courriers aux agents ou qu'ils envoient parfois des arrêtés au mauvais moment. Enfin, il y a des vrais sujets comme ça de la temporalité. L'administration, elle parle à l'agent, la mairie,
quand elle parle à l'agent, l'agent, il se demande pas si c'est le service carrière ou si c'est sa direction qui lui parle. Il pense que c'est l'employeur, il est unique. Et donc, il faut qu'on soit, nous aussi, vigilants dans la manière dont on fait passer certaines informations statutaires qui, parfois, sont complètement déconnectées parce que les agents, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait une réorganisation. Donc, typiquement, moi, j'ai des appels à l'accueil parce que l'annuaire de la collectivité, il a été changé un peu précipitamment. Et du coup, par exemple, l'intitulé d'un poste, il a disparu alors qu'on n'a pas encore fait à une semaine de l'annonce à l'agent. On ne l'a pas encore annoncé. Et donc, le jour J, on a des agents qui appellent: comment vous m'avez sorti de l'organigramme, vous m'en voulez personnellement, qu'est-ce que je vous ai fait, pourquoi est-ce que vous voulez me sortir, de toute façon, vous ne voulez plus que je travaille pour vous. Donc, pour éviter, il y a parfois certains agents qui ont l'impression qu'on leur en veut personnellement. Ça permet, tout le monde comprend le sens. Et donc, annoncer aux agents de la DRH, même ceux qui ne sont pas impliqués dans les réorganisations, le sens de ces transformations, ça aide aussi à éviter parfois des maladresses qu'on doit ensuite réparer, quoi. Non, ça, c'est bien, c'est vraiment important de le rappeler. Et alors, comment vous parlez l'un et l'autre de la réorganisation au reste de la collectivité? Peut-être justement sur cette question de l'association au reste de la collectivité, enfin l'information au reste de la collectivité. Je pense qu'il est important, comme je le disais, de conserver la primeur de l'annonce aux agents concernés. Donc, s'assurer que l'information, elle soit en cercle concentrique, d'abord aux premiers concernés, ensuite aux collègues, par exemple, de la DGA, et puis ensuite au reste de la collectivité par le biais de dispositifs de communication interne, peut-être dans une temporalité où on pourra voir et constater les premiers effets du sens qui a été donné à ces réorganisations. À la ville de Villejuif, on a un magazine interne qui s'appelle le MIAM. C'est le magazine interne des agents municipaux. Et dans le cadre des différentes réorganisations qu'on a pu conduire, on a publié dans le cadre de ce magazine un 4 pages qui s'appelait le plat de résistance. On aime bien manger à Villejuif, où en fait, c'est les élus qui ont pris la parole pour expliquer le sens des réorganisations. Et ça, je trouve que c'est très pertinent de faire en sorte que ce soit les élus de secteur qui portent en fait par le biais de petits éditos qu'est-ce qu'ils voulaient en termes de politique publique et pourquoi ensuite ça conduisait à certaines réorganisations. Bien sûr, dans le cadre de ces réorganisations, il ne faut pas oublier le rôle du CODIR. Enfin, l'annonce en CODIR, elle est aussi assez structurante et elle doit se faire juste après ou en amont du passage en CST pour que également les directeurs, si jamais ils sont questionnés par leurs agents, ils aient des éléments cohérents de réponse à apporter et qu'ils ne soient pas justement aussi surpris que « ah bon, comment ça, le service est supprimé, qu'est-ce que c'est que ces histoires ?» Voilà, il faut qu'ils soient aussi, ils sont aussi porteurs du discours managérial. Et donc, c'est important qu'il y ait des présentations en CODIR qui soient faites rapidement, un peu avant les CST, sur les différentes réorganisations. À mon sens, voilà comment on peut scander un petit peu ces temps d'annonce au reste de la collectivité. Laure, alors tu as pas mal réfléchi avec ton équipe sur la question de la motivation, du manager positif, qui est un vecteur incontournable et indispensable pour accompagner les changements. Est-ce que tu peux partager cette expérience? Alors, avec mon équipe, pas encore. J'essaie un peu de véhiculer les valeurs que j'ai, mais en tout cas, de manière générale, je pense que ce qui est important, c'est de réussir à aussi maintenir cette motivation. Je voyais tout à l'heure, je crois que c'est toi, Félicia, qui posait une question sur les leviers de la motivation et comment on maintient cette motivation. Je pense que pour réussir à conserver cette motivation et donner des outils et des clés aux managers et aux RH, ce qui est important, c'est de fixer des objectifs et de fixer des buts. Parce que il y a une célèbre citation qui dit que il n'y a pas de vent favorable pour qui ne sait où il va. Et ça, je pense que vraiment, cette théorie du sens, de la fixation des buts, elle est essentielle pour que ça fonctionne. Et ensuite, sur la posture du manager pour accompagner et conduire ces processus de changement, je pense que déjà, l'incontournable, c'est comment construire, en tout cas, comment accompagner un processus de changement si nous-mêmes, managers, on n'est pas convaincus
et on n'a pas envie. Ouais. Et on n'est pas bien. Parce que ça arrive. Hein. Combien de fois on se retrouve en tant qu'RH à accompagner des personnes, des managers qui finalement ne sont pas convaincus du changement et qui n'ont pas forcément envie d'y aller, ça peut nous arriver. Donc, je pense que vraiment, c'est la base. C'est-à-dire qu'un manager qui lui-même va être épanoui et qui va lâcher prise va permettre de mieux accompagner tous ces processus. Et ça, pour ça, ça demande quand même des facultés importantes. Il faut savoir être résilient, il faut savoir lâcher prise, il faut savoir reconnaître ses erreurs et dire oui, je me suis trompée, on va aller par là. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de le souligner. Et ensuite, derrière, sur le manager, c'est veiller à avoir une communication bienveillante. On a beaucoup parlé avec Steve de l'importance de la communication, de la sincérité, etc. dès le début, mais il faut soigner ces messages. C'est-à-dire comment on communique aussi, de quelle façon, vigilant sur la façon dont le message est reçu, dont le message est perçu. Voilà, et avoir une posture d'empathie. L'empathie, on l'a vu, ça sert dans les étapes du processus du deuil. Avoir confiance aussi, voilà, en ses possibilités, en ses agents, et savoir s'appuyer sur les forces de chacun. Parce que on a des équipes et les managers, c'est la même façon dans les directions qui vont conduire des changements. C'est une individualité, c'est des forces. Et on sait que si on s'appuie sur telle personne, elle va nous aider parce qu'elle est plus leader. On sait que si on s'appuie sur telle personne, elle va nous aider parce que elle sait co-construire. Donc voilà, c'est comment on va s'appuyer sur toutes les forces de chacun des membres de nos équipes pour y arriver. Voilà. Et ensuite, je dirais qu'il y a vraiment un mot important, et c'est peut-être comme ça que je vais conclure, en tout cas sur cette phase-là, c'est vraiment de dire il vaut mieux en fait penser le changement que changer le pansement, quoi. Voilà, Ah, c'est c'est tout beau. bête, mais tout le monde connaît cette célèbre citation, mais je ne pouvais pas ne pas la dire quand même. C'est d'Albert Einstein aussi. Parce que- Francis Blanche, Ah bah c'est pas c'est pas loin. de moi. Non, il y a une question alors pour toi alors, parce que là ton organisation, enfin les conseillers en organisation et management, ça suscite plusieurs questions, notamment une question très pointue mais très intéressante, c'est ces conseillers. Est-ce qu'ils doivent être rattachés à la DRH ou est-ce qu'ils doivent être rattachés à la Direction générale des services? Ah, c'est une bonne question, Madame de Port en part. Hein. Il n'y a pas qu'elle, hein? Il n'y a Ah pas oui, qu'elle. c'est une très bonne question. C'est une question qu'on s'est posée d'ailleurs plusieurs fois. Euh, Avec l'expérience de mon propre avis, je trouve ça bien d'avoir ces personnes rattachées à la direction des ressources humaines parce que ça nous permet de garder euh, le contrôle et aussi d'avoir vraiment tous les niveaux d'information et de pouvoir aussi aller solliciter parce que ces personnes, elles ne travaillent pas toutes seules quand elles conseillent. Elles vont aller savoir solliciter le médecin, savoir solliciter le psy, savoir solliciter l'assistante sociale. Et donc, le fait d'être attaché à la direction des ressources humaines va faciliter aussi ce travail transverse. Donc ça, voilà, de mon avis, c'est bien que ces personnes restent à la DRH. Et alors, comment tu assures un lien avec la Direction générale des services? Bah ça, c'est moi qui fera le lien permanent et c'est ce que je fais au quotidien, c'est de faire remonter voilà, toutes les informations et faire valider chaque étape. D'accord. Très bien. Ben, merci beaucoup. C'était une question très pointue et très sensible. D'ailleurs, justement, dans ces phases, qu'est-ce que vous attendez de la Direction générale des services, que ce soit DGS ou DGA ou DGST, hein, et des élus en particulier? Steve. Bon, alors, pour commencer, des élus. Moi, j'attends des élus qui comprennent les conséquences de leurs décisions et qui les portent jusqu'au bout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. C'est dans le sens où quand on prend une décision difficile, il faut l'assumer. Et donc, quand elle est facile à prendre, quand on parle d'un collectif, en disant ouais, bah, effectivement, il n'y a plus d'agents qui utilisent le service public, il nous coûte X milliers d'euros par an, peut-être qu'il serait plus intéressant d'investir sur nos crèches ou nos accueils de loisirs. Cette décision-là, ils n'ont pas de difficulté à la prendre. Par contre, quand ensuite on a un agent du service qui vient et qui dit j'ai perdu mon travail, vous m'avez fait perdre mon travail, parce que vous avez mis fin à la mission de service public que
je portais, il faut savoir pouvoir maintenir l'argumentaire, même quand on est face à l'individu et qu'on ne parle plus à un collectif invisible qui, du coup, n'a pas de visage, n'a pas de nom et avec lequel on n'a pas grandi ou avec lequel on n'est pas allé à l'école. Ou parce que moi, je suis en commune, donc les élus, voilà, ils vivent la ville, ils partagent, j'ai 60% des agents qui sont villejuiffois. Donc forcément, il y a des liens parfois très intimes avec les agents. Donc l'enjeu, c'est d'avoir compris ça et de le porter. Et ça, c'est sûr que ça implique, je comprends à quel point individuellement, ça peut être difficile de garder cette distance et de de pas céder en disant oui, mais on va te trouver une solution, t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, alors qu'en fait, non, il n'y a pas de solution, parce que sinon, si on trouve une solution, on n'a pas fait l'économie qui était demandée à la base. Donc ça, c'est vraiment important que les élus décident et ensuite, bien sûr, on leur dit toutes les conséquences de ces décisions. Ils ne décident pas à l'aveugle, mais qu'ensuite, ils soient capables de porter ces décisions. Et donc, de la direction générale, je pense que l'enjeu, c'est aussi également justement d'être en portage de ces décisions. Moi, j'ai la grande chance de travailler avec des directeurs généraux, que ce soit pour la directrice générale déléguée comme le directeur général des services, qui ont eux-mêmes été pendant 10 à 15 ans spécialistes des questions de ressources humaines avant. Donc, c'est très confortable parce qu'ils sont toujours ils ont cette appétence, ils ont cette acculturation de comment est-ce qu'on gère des instances paritaires, comment est-ce qu'on prend qu'est-ce qui est possible ou pas de faire en conseil municipal sans l'avoir fait passer en conseil social, en comité social territorial. Mais je pense, pour l'avoir vécu dans d'autres collectivités où ce n'était pas le cas, que ça, c'est très important. On attend de la direction générale qu'il soit justement en visibilité, même si c'est une direction générale opérationnelle, qu'ils aient une sensibilité, que ce soit pour les questions, comme pour les questions financières de plus en plus, pour les questions de ressources humaines. Il faut qu'ils prennent soin de leurs effectifs et de leurs agents. Et ça doit s'intégrer dans la manière dont ils conduisent leur organisation. Voilà, pour ne pas faire trop long. Merci Steve. Laure, tu veux compléter? Non, je rajouterais juste, moi, ce que j'attends, c'est que chacun soit dans son rôle et à sa place. Voilà. D'accord. Là, je sens qu'il y a un message caché. Non, pas du tout, parce que moi, j'ai la chance d'être dans une collectivité où ça fonctionne bien, où c'est le cas. Je suis rattachée directement au directeur général des services, qui facilite aussi derrière la prise de décision, l'information. Et j'ai aussi un DGS qui est très sensible aux questions RH, comme Steve d'ailleurs. Donc ça, c'est une force. Voilà. Donc il n'y a aucun message. C'est bien au Merci. contraire. Alors, il y a une question qui est remontée là par Émilie, que je remercie parce que vous la voyez pas, mais elle me renvoie des messages. Merci beaucoup, Émilie. Puis merci à vous aussi pour toutes vos questions. Là, c'est une question, c'est quel travail avec les autres directions pour faciliter la nouvelle affectation des agents dans les équipes? Avec en particulier le cas, je pense, si ces titulaires viennent prendre la place de contractuels. Qui était apprécié et connu. Alors, qu'est-ce que vous faites comme travail avec les directions pour faciliter l'intégration, l'affectation des agents dans les équipes? Nous, on joue beaucoup sur la question de la symétrie, de la symétrie des attentions. C'est-à-dire que si tu veux que je m'occupe bien de toi, il faut que toi aussi, tu t'occupes bien des agents et des propositions qu'on va te faire. En commune, on a beaucoup. Moi, j'hérite d'une dette organisationnelle un peu et d'une situation où on a massivement plus d'agents techniques à repositionner qui ont des problématiques de TMS, par exemple, dans des services administratifs très restreints qui ont déjà en fait été les gagnants, si je puis dire, de la grande loterie du reclassement. Donc, j'ai des directions entières avec des agents à demi-traitement qui ont des restrictions dans tous les sens. Et franchement, ces collègues, ils sont un peu fatigués de toujours être les mêmes qui passent à la caisse quand il s'agit de récupérer des collègues qui ont de grosses difficultés au travail. Donc, l'enjeu, c'est qu'on a fait en sorte que le fardeau il soit mieux partagé,
C'est-à-dire, ce n'est pas tout le temps les mêmes directions qui vont accueillir les personnes en reclassement. Et c'est important de souligner que le reclassement, ça peut concerner tout le monde. Et que si le directeur, ils sont souvent très, très bons pour demander l'aide de la DRH pour absolument exfiltrer un tel ou un tel parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que c'est plus possible de travailler avec. OK. Bah, si tu veux qu'on travaille à ce sujet-là, bah, tu vas accueillir, voilà, tu vas peut-être accueillir quelqu'un d'autre dans un autre endroit. C'est toujours, voilà, un travail en collectivité, c'est des transactions hein, assez fréquentes. Donc, voilà, faut travailler, en fait, il faut lier les sujets. Ce n'est pas que des situations individuelles, c'est aussi comment est-ce qu'on travaille à optimiser le fonctionnement d'un service complet. D'accord. C'est un accueil en surnombre ou c'est un accueil d'une personne qui va remplacer peut-être un contractuel ou qui a finalement un contrat plus facile à Non, mettre on fait pas de surnombre à Visuif parce qu'on sait bien que si on fait des surnombres, en fait, on crée des directions fantômes. Je sais qu'il y a des collectivités qui ont des directions fantômes comme ça, où il y a tous les agents qui sont… Quand on crée des postes, en fait, on crée des situations… Laure parlait de situations c'était quoi Homostasie. Homostasie, merci. Quand tu mets les gens en situation de confort, eh ben, ils ne bougent plus. Tu atteins un équilibre de Pareto où les gens sont très heureux, tout le monde est très heureux parce qu'ils n'embêtent pas. Sauf qu'en fait, là, aujourd'hui, on a atteint un stade où les collectivités ne sont plus assez riches pour se payer le luxe d'avoir des gens qui ne travaillent pas. Et c'est ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on crée des services, donc on crée des postes en surnombre, on les positionne, on appelle ça comme on veut, tremplin, etc. Parfois, ça fonctionne, mais si ça ne marche pas et que les agences se plantent leur piquet là, de marche et arrêtent le processus au milieu, eh bien, on est en inconfort. Donc, il faut toujours que ces situations-là, tant qu'elles ne sont pas stabilisées sur des postes pérennes, il faut qu'elles dérangent quelqu'un, parce que sinon, on ne trouvera jamais de solution à ce problème. Donc, vous les positionnez sur des postes vacants ou, ou alors vous êtes dans une dynamique où vous estimez, par exemple, qu'il va y avoir une fin de contrat d'un contractuel et donc vous positionnez l'agent réaffecté lors, vous faites comment? Alors, nous, on a fait un énorme travail de sécurisation de toutes ces procédures. On a mis en place beaucoup de choses. C'est-à-dire que vraiment, et c'est ce qui permet aussi derrière déjà de sécuriser le volet juridique. Ça, c'est vraiment la priorité. Et derrière, c'est ce qui permet aussi de mieux accepter les situations. C'est-à-dire que voilà, quand on a un poste vacant, déjà, on ne met pas d'agent sur nombre. Par contre, quand on a un poste vacant ou quand on a un besoin de remplacement, on va étudier, savoir s'il y a des agents en situation de reclassement ou en situation de repositionnement qui peuvent déjà prioritairement pourvoir le poste. Et on a une instance qui s'appelle le point mobilité, qui permet, lors du point mobilité, de dire voilà, on a tel poste vacant. La personne qui est en charge du suivi de toutes les situations de reclassement, repositionnement, elle va examiner tous les postes avant le point mobilité pour pouvoir dire oui, dans les agents que je suis, j'ai une possibilité ou deux d'affecter un agent qui est en reclassement, repositionnement. Et dans ce cas-là, le point mobilité va arbitrer et va dire ok, on y va comme ça, ou alors on ouvre en interne, ou alors on ouvre en externe. On a mis en place des procédures aussi de jury interne à la direction, au sein d'une même direction, des procédures de jury interne à la collectivité et bien sûr, on sécurise aussi nos procédures externes, bien évidemment. Et ça, c'est important parce que parfois on a ces situations, hein, d'agents qui sont parfois contractuels sur un poste et puis, derrière quand le poste devient, pérenne, ben voilà comment on fait pour, pas qu'une personne arrive comme ça. Et du coup, il y a rien de pire, en fait, pour que l'intégration d'une personne se passe mal, que d'arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe, alors quelqu'un était là depuis un moment en tant que contractuel. Donc, voilà, on fait vraiment attention à ce qui est, vraiment, une politique, sur laquelle RH, sur laquelle on communique sur la priorisation des agents en situation de reclassement et de repositionnement et de mettre en place, si c'est pas le cas, des jurys internes, même s'il y a un agent contractuel, eh ben, l'agent contractuel, il doit candidater, il doit faire l'exercice aussi de pouvoir passer un jury et voir si c'est lui qui correspond plus au poste. Voilà.
Merci beaucoup, Laure. Alors, en gros. je vais poser à l'un et à l'autre une petite question pour conclure votre intervention et on vous remerciera avec Aurélia après, à la fin. En attendant de poser cette question, moi, j'ai une question pour tout le monde et je vous remercie de répondre sur le chat c'est très simple, en 3 mots ou en 3 idées, avec quoi vous repartez de cette grande heure et demie passée ensemble. Donc, à vos claviers, vous mettez 3 mots, etc. Et pendant ce temps-là, je vais poser à Laure et à Steve une petite question de ce que vous avez dit. Si on se replace depuis 20 ans sur la fonction RH, quelle évolution? C'est vraiment impressionnant. Comment vous voyez justement votre métier de DRH évoluer? On a entendu parler de décloisonnement des services de la DRH, de nouvelles compétences, de coaching, de formation à l'accompagnement, de communication. Alors, ça peut être la communication interne, mais aussi la communication tous les jours. Comment vous voyez votre métier et peut-être aussi comment vous en parlez avec votre directeur général des services? C'est une bonne question parce qu'on est en train de réfléchir justement à notre nouvelle politique RH. Comment on voit la fonction? Moi, je vois la fonction vraiment centrée sur la qualité du travail. Si je devais résumer en 3 mots ou en 2 mots, en tout cas, la fonction, ça serait vraiment accompagnement et transformation. Parce que il y a moi, quand je suis arrivée quand j'ai commencé à travailler dans les ressources humaines, il y a à peu près 18 ans, quand je suis arrivée, je trouvais que la fonction RH, c'était beaucoup une fonction de gestion des ressources humaines. Et aujourd'hui, en fait, vraiment, l'élément clé, c'est vraiment travailler sur notre accompagnement. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que je dis aux équipes. C'est oui, on gère des payes, on gère aussi des carrières, et cetera, puis ça fait partie de nos missions. Mais quand on gère une paye ou quand on gère une carrière, quand on gère un contentieux, quand on gère une sanction disciplinaire, c'est comment on communique, comment on accompagne, comment on explique. Et il y a beaucoup d'enjeux autour de ça aussi. C'est-à-dire que vraiment, ce travail-là, il se fait à notre niveau DRH, mais au niveau de toutes les équipes. J'en profite, je faire passer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de chez moi qui sont en train de regarder, que je remercie. Mais voilà, c'est aussi de prendre ce temps de s'interroger et de se dire, OK, j'ai bien géré ce dossier, mais comment j'accompagne en fait? Voilà. Merci. Et toi, Steve? Ça résonne complètement avec ce qui vient d'être dit, avec des réflexions que je porte aussi. Je pense que dans les prochaines années, il va falloir qu'on puisse justifier à quoi on sert en tant que DRH. Parce que la fonction gestionnaire que vient de décrire Laure, qui existe encore beaucoup dans nos services, elle va disparaître. Je suis très, très impliqué dans les sujets de déploiement de l'intelligence artificielle dans les collectivités, mais pas que. Je pense qu'on a vocation à montrer qu'il y a un modèle de poursuite des ressources humaines en collectivité et que ce modèle-là, il a une valeur ajoutée importante pour le service public qui est rendu par tous les agents et qu'il faut absolument qu'on soit à même de montrer, de faire la preuve de la valeur ajoutée qu'on apporte au service public rendu aux citoyens. Et ça passe par l'acquisition, je parlais à l'instant de l'intelligence artificielle, mais aussi du virage de la transition écologique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les DRH se positionnent sur des sujets qui peuvent être vus comme uniquement opérationnels, mais qui en réalité, s'ils ne sont pas intégrés pleinement dans nos politiques recrutement, carrière, formation, vont faire louper le coche de ces grandes transformations à nos collectivités. Et c'est ça qui fera que dans 30 ans, quand toutes les missions de gestion de la carrière auront été automatisées, parce qu'elles vont l'être beaucoup plus vite qu'on pense, les DRH auront toujours un rôle à jouer, celui de permettre à l'organisation de faire face aux défis de demain. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on adapte dès maintenant
des processus qui paraissent très, très standards des ressources humaines, mais désormais, dans nos entretiens professionnels, il y a un objectif obligatoire pour tous les agents de la ville sur la question de la transition écologique. Dans nos entretiens d'embauche, on pose systématiquement une question sur la transition écologique. Voilà, donc souvent, on se questionne sur mais ressources humaines et transition écologique, c'est quoi le lien? Mais en réalité, c'est justement permettre au service public de continuer à répondre aux enjeux qui seront posés par la société, par les citoyens. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut que les DRH continuent ce travail d'accompagnement des agents. Je vois dans les commentaires, on parle de considération. Je suis tout à fait d'accord pour que les agents rendent le meilleur service public possible. Et je pense que c'est ça, ça restera le cœur de notre mission. Super. Et peut-être un dernier mot aussi, excuse-moi Étienne, pour conclure, c'est préservons-nous aussi. Ah bon? Très bien. Non, mais bien sûr, bien sûr. C'est un métier très exposé, DRH, hein. On le voit bien, vous êtes face à tout le monde, des individus, des organisations syndicales, les élus, la direction, enfin tout le monde. Et c'est justement l'intérêt aussi de notre parcours complet cette année. Là aujourd'hui, on a abordé la question de l'accompagnement individuel. On abordera d'autres thématiques, mais c'est comment garder la tête froide. Rester empathique, mais avec la tête froide dans cette période de grande transformation. Je ne sais pas si Émilie est prête pour un nuage de mots. Je vais l'être d'une seconde à l'autre. C'est le temps de... Comme ça... C'est le décalage horaire auvergnat. J'arrive. Comme ça, Aurélia va pouvoir conclure. Et en tout cas, moi, je remercie en votre nom Steve et Laure. Je peux vous dire qu'ils ont passé beaucoup de temps pour préparer ce webinaire, réfléchir aux cas qui pouvaient être intéressés. Et nous allons voir aussi ensemble les documents qu'on pourrait partager parce que ça a été demandé par certains d'entre vous. Donc, je ne sais pas comment on peut les applaudir. Il y a un petit... Si on peut. On peut réagir hein, parce que je pense qu'ils le méritent. Alors, surtout l'équipe de Laure, hein, vous félicitez Laure. Merci pour vos invitations. Alors, merci Aurélia. Un grand merci Laure, un grand merci Steve. Je pense que c'était très intéressant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça passionnant et très complet parce qu'on est allé à la fois sur la méthode et à la fois sur l'approche humaine. Ce qui est le reflet de ce qu'on doit faire. Moi, j'ai noté, avant que Émilie nous partage le nuage de mots, moi, j'ai noté qu'il était important de partager du sens et de la méthode, que la co-construction était indispensable et qu'il fallait garder surtout le H de notre DRH en étant humain, empathique. Sinon, on va disparaître. Pour moi, c'est primordial cette approche humaine. Je vous remercie à tous pour votre participation. On voit que c'est un sujet qui intéresse. Le prochain webinaire a lieu le 23 mai. Étienne n'a pas donné la date, mais c'est le 23 mai qu'on se retrouvera avec d'autres intervenants. Le modèle sera à peu près le même, hein, c'est partager des expériences de terrain, sortir un peu de la théorie pour avoir quelques bonnes recettes et quelques bonnes idées. Je pense qu'on est tous à peu près confrontés aux mêmes problématiques, aux mêmes enjeux. Le colloque, vous pouvez le noter aussi dans vos agendas. C'est les 18 et 19 septembre. Et les documents qu'on peut partager, on le mettra sur le site de l'ANDRH-DT, qui se trouve assez facilement quand vous le tapez dans votre barre de recherche Google ou autre. Sur le site, vous trouverez aussi les informations sur le colloque. Et puis, si vous avez vous-même des documents à partager, n'hésitez pas, on les mettra. Je pense que ça peut être intéressant que chacun puisse mettre des éléments. Ah, Émilie, tu nous mets un petit... Oh, c'est beau. Ah. Bon, la transformation a pris un coup dans l'aile. A été transformée. Oui. La transformation a été transformée. Mais... Ouais, non, parce que c'est l'accent auvergnat. Merci Marc.
Ouais, elle dit plusieurs fois, donc il y a des fois, elle est bien écrite. On a transformation, accompagnement, considération, communiquer, échange, rester positif, implication manager, piste de travail, transparence, clarté, pragmatisme, Ouais, alors j'ai tapé vite, sécurisation. excusez-moi, j'ai tapé vite, il y avait beaucoup de participation et je remercie d'ailleurs tout le monde aussi. Vous avez tous été très réactifs, j'ai tapé vite. Il y a peut-être quelques coquilles. Bon, et comme le dit Steve, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur LinkedIn et à relayer les différents posts pour qu'on soit toujours plus nombreux. Et pour ceux qui n'ont pas adhéré à l'association, vous pouvez aussi. L'adhésion, c'est pas cher. Hein. Je ne sais plus combien c'est, Étienne, mais c'est 32 euros. 32 euros, tout ça pour partager et peut-être se sentir un peu moins seul en tant que DRH. Étienne, je te laisse le mot de la fin. Je voulais vous remercier toutes et tous, hein. Aurélia, et bien sûr Laure et Steve et Émilie, hein, parce que c'est l'équipe d'animation. Vous voyez, je pense que ce webinaire, il est à l'image de notre association. C'est une association où on partage. On échange, on n'a pas forcément la vérité absolue, hein, mais c'est justement, comment dire, grâce à ce partage qu'on avance. Et quand Aurélia faisait un appel à l'adhésion, c'est aussi un appel à se renforcer, vous, individuellement. Souvent, comme des RH, parfois on se sent un peu seul face à des situations qui sont complexes. L'intérêt de l'association, c'est aussi de pouvoir échanger, comment dire, d'échanger, de changer de point de vue et de se renforcer en quelque sorte. Donc un grand merci. Je pense que on a un thème cette année qui est vraiment au cœur des préoccupations des DRH, hein, les transformations. On voit bien que c'est un sujet très très sensible et nous armer tous ensemble de manière assez unie pour faire face et puis aussi aborder avec sérénité, hein, comme dirait Laure, avec un esprit positif, parce que c'est une période de changement pour les DRH, mais donc ça veut dire qu'il y a des opportunités de développement pour chacun et chacune. Voilà, merci en tout cas à toutes et à tous. Je vous dis, on se dit donc à dans 2 mois. Hein. Voilà, la NDRHDT a très très bien commencé le printemps, donc on continuera le printemps ensemble dans 2 mois. D'ici là, peut-être bonne fin de semaine, hein, tout simplement, et puis à très très bientôt. Au revoir. Merci à tous bon appétit. et à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. À bientôt. Merci.